Une tempête rugissante, un mur impénétrable de pluie et d'écume salée. L'océan, tel une bête gigantesque, rugit, projetant la frêle embarcation vers le haut, puis la précipitant avec une force monstrueuse dans l'abîme noirci entre les vagues. Le monde lui-même semble avoir sombré dans la folie et le ciel s'être ouvert. Une tempête rugissante, un mur impénétrable de pluie et d'écume salée. L'océan, tel une bête gigantesque, gronde, projetant la frêle embarcation vers le ciel, puis la précipitant avec une force monstrueuse dans l'abîme noirci entre les vagues. Le monde lui-même semble avoir sombré dans la folie et le ciel s'être ouvert. Le grondement du tonnerre couvre les cris. Chaque vague menace d'écraser l'embarcation, de la réduire en miettes. Par-dessus bord, il n'y a que l'abîme et une mort certaine. Il y a des milliers d'années, alors que les instruments de navigation n'existaient pas et que les cartes n'étaient que légendes, ce cauchemar était une réalité que des marins intrépides ont défiée. Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont traversé de vastes océans, traçant des routes qui paraissent aujourd'hui impossibles. Comment diable ont-ils trouvé leur chemin dans ce désert aquatique où la moindre erreur était synonyme de mort certaine? Leur GPS était plus vieux que le monde. Comment les étoiles ont guidé leur chemin dans l'abîme? Le secret ne résidait ni dans la boussole, ni dans les systèmes satellitaires. Il était plus ancien que le monde lui-même, plus ancien que l'homme, plus ancien que tout ce que nous pouvons imaginer. Le secret se trouvait très haut au-dessus de leur tête, dans la danse silencieuse et scintillante de milliards d'étoiles. C'était leur GPS, leur carte, leur seul guide fiable dans l'obscurité la plus totale. Imaginez la nuit en pleine mer. Aucune lumière, aucun repère, juste l'immensité noire de l'océan et l'éclat du ciel. Aujourd'hui, cela paraît insensé, mais pour les marins d'autrefois, c'était un spectacle familier. Et puis, un événement surprit tout marin moderne. Ils ne cherchaient pas l'étoile polaire simplement pour s'orienter. Leur système était infiniment plus complexe et précis. Les navigateurs polynésiens, les Vikings et les anciens Égyptiens lisaient tous le ciel comme un livre ouvert. Pour eux, chaque étoile était un point sur une immense carte en rotation. Le secret de leur navigation résidait dans la détermination de la latitude. Ils savaient que plus on se déplaçait vers le nord ou le sud, plus certaines étoiles s'élevaient haut ou bas au-dessus de l'horizon. Ils ne mesuraient pas les angles. Ils se contentaient d'observer. Un navigateur chevronné pouvait déterminer la position de son navire simplement en observant l'étoile qui se trouvait directement au zénith. À l'équateur, certaines étoiles passaient par le zénith, tandis que d'autres passaient légèrement au nord. C'était leur étoile zénithale, leur repère céleste. Mais ce n'était que le début. Pour savoir où naviguer, il fallait connaître la direction. C'est là qu'entrait en jeu leur légendaire boussole stellaire. Il ne s'agissait pas d'un objet physique, mais d'une image mentale, profondément ancrée dans leur mémoire. La nuit, ils observaient le lever et le coucher de chaque étoile à l'horizon. Chaque étoile possédait son propre point d'apparition et son propre point de disparition. Ces points étaient fixes. Alpha Centauri se levait toujours au même endroit, Sirius à un autre, et les Pléiades à un troisième. Ils divisaient l'horizon en 32, voire 64 secteurs, chacun correspondant à une étoile caractéristique. C'était leur cadran céleste. Et c'est là que la magie opérait. Au coucher du soleil, ils mémorisaient son point de coucher. Puis, dès l'apparition des premières étoiles, ils les utilisaient pour calibrer cette boussole mentale. Ils pouvaient ainsi naviguer toute la nuit, se repérant grâce aux étoiles levantes et couchantes, sachant qu'en gardant, par exemple, Antares à bâbord, ils faisaient route plein nord-ouest. Mais que se passerait-il si le ciel était couvert? Et si une tempête masquait toutes les étoiles? C'est là que résidait le véritable défi. Les marins d'autrefois ne se contentaient pas de mémoriser des cartes stellaires. Ils comprenaient le rythme des astres. Ils savaient que le Soleil, comme les étoiles, suit une trajectoire prévisible. Le matin et le soir, lorsque sa lumière était moins éblouissante,
Ils utilisaient le lever et le coucher du soleil comme un repère précieux. À midi, grâce à la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon, ils pouvaient estimer leur latitude même sans voir les étoiles. Mais ce n'était pas tout. La Lune était aussi leur allié. Ses phases, sa course dans le ciel, tout cela faisait partie d'un système complexe et pourtant intuitif. Un navigateur chevronné pouvait déterminer l'heure et la direction d'un simple coup d'œil à la Lune et en se rappelant sa phase quelques jours auparavant. C'était une carte vivante, évolutive, qui ne nécessitait pas d'instruments, mais une connaissance approfondie du monde. Leur esprit s'est forgé au fil de millénaires d'observation, ils vivaient à la belle étoile. Ils dormaient à la belle étoile, ils apprenaient des étoiles. Des générations de navigateurs ont transmis ce savoir oralement, l'affinant et l'approfondissant sans cesse. Ce n'était pas seulement de la science, c'était de l'art, de la philosophie, un mode de vie. Mais même avec cet incroyable GPS stellaire, l'océan restait un tueur impitoyable. Les tempêtes pouvaient durer des semaines, obscurcissant le ciel d'un voile impénétrable. Les courants pouvaient dévier un navire de sa route, l'emportant furtivement vers une autre partie du monde. C'est précisément lorsque le ciel se fermait que les marins se tournaient vers l'océan lui-même, vers ses vagues, ses habitants, ses signaux inexplicables. Car l'océan n'était pas pour eux un simple abîme silencieux. Il leur murmurait des secrets, il leur envoyait des signes, il leur montrait le chemin. Et ces gens, sans carte, sans boussole, comprenaient son langage. Qu'ont-ils vu dans les vagues pour repérer des terres invisibles à des centaines de kilomètres à la ronde? Comment entendaient-ils l'océan? Et comment diable ont-ils construit leur navire légendaire, capable de survivre aux pires tempêtes sans couler? Nous en reparlerons la prochaine fois. Les vagues s'écrasaient contre la frêle embarcation comme les poings d'un dieu enragé. L'horizon disparaissait, les étoiles se cachaient derrière des nuages plombés et chaque mètre parcouru était une lutte pour la survie. La mort les fixait, mais ils ne renoncèrent pas. Ce n'était pas l'enfer sur terre, c'était l'océan Pacifique et les anciens marins l'avaient défié. Comment? Leur boussole n'était pas un aimant, mais le monde entier. Il y a des milliers d'années, alors que les civilisations apprenaient à peine à bâtir des maisons en pierre, ces peuples sillonnaient déjà les vastes étendues océaniques. Ils n'avaient pas peur de l'inconnu, ils le connaissaient. Et leur premier maître fut le ciel. Leur système GPS était plus vieux que le monde. Bien avant l'invention des cartes et des instruments, le ciel nocturne était une carte vivante et en rotation. L'étoile polaire pointait vers le nord. Les constellations se déplaçaient selon des schémas prévisibles, indiquant le temps et la direction. Les marins ne se contentaient pas de regarder les étoiles, ils les interprétaient. Ils savaient que si l'étoile polaire était alignée avec un point précis du mât, ils faisaient route vers le nord. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable secret résidait ailleurs. Ils savaient que les étoiles se levaient et se couchaient à différents points de l'horizon selon la latitude. Pour eux, chaque étoile était un repère, indiquant non seulement la direction, mais aussi la distance. Ils construisaient mentalement des boussoles stellaires, chaque point de l'horizon étant associé à une étoile spécifique. Mais que se passait-il si les étoiles étaient à cacher? Que se passait-il si une tempête obscurcissait le ciel pendant des jours, voire des semaines? Alors l'océan commença à leur murmurer des secrets, et ils comprirent son langage, sans carte. Quand le ciel s'obscurcit, les marins se tournèrent vers l'océan lui-même, vers ses vagues, ses habitants, ses signaux inexplicables. Car l'océan était pour eux bien plus qu'un abîme silencieux. Il murmurait des secrets, il donnait des signes, il montrait le chemin. Et ces hommes, sans carte, sans boussole, comprenaient son langage. Qu'ont-ils vu dans les vagues pour trouver des terres invisibles à des centaines de kilomètres à la ronde? Comment ont-ils entendu l'océan? Le secret principal, bien sûr, résidait dans la vague, non pas celle qui malmène un navire lors d'une tempête,
mais une vague profonde et constante, la houle océanique. Elle se propage sur des milliers de kilomètres depuis sa source, transportant des informations sur des rivages lointains. Un marin expérimenté pouvait l'apercevoir. Il pouvait déterminer l'origine de la houle, même si elle se situait au-delà de l'horizon. Mais ce n'était pas tout. Lorsque la houle frappait une île, elle se réfléchissait, créant un motif de vague complexe, à peine perceptible. Les anciens Polynésiens, par exemple, pouvaient ressentir ces vagues réfléchies même lorsque l'île était invisible. Ils entraînaient leur corps à percevoir les moindres variations du mouvement du navire causées par ces vagues invisibles. C'était comme pour un aveugle lisant du braille, sauf qu'au lieu d'utiliser ses doigts, ils utilisaient tout leur bateau. Mais il y avait un hic. Que se passerait-il si la houle était trop faible ou si la tempête était si forte qu'elle couvrait tous les signaux? Alors, ils se tournèrent vers le vent. Le vent n'était pas seulement celui qui poussait leur voile, il était aussi leur météorologue. Les marins percevaient les moindres variations de sa force et de sa direction, annonciatrices d'un changement de temps. Ils le sentaient aussi. L'odeur fraîche de la terre, la fumée des feux de camp ou même le parfum caractéristique des plantes pouvaient se répandre sur des dizaines de kilomètres, signalant la proximité des côtes. Oubliez Colomb. Les véritables conquérants des océans ont navigué il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, nous allons vous révéler précisément comment ils ont procédé. Croyez-moi, une fois leur secret dévoilé, votre vision des grandes découvertes sera à jamais transformée. Leur histoire est bien plus qu'un simple recueil de faits. Elle changera votre perception du potentiel humain. Mais leur génie ne se limitait pas à la navigation. Pour survivre en haute mer, il leur fallait des navires capables de résister aux éléments. Et c'est là que réside l'un des mystères les plus étonnants. Leurs navires n'ont jamais coulé. Un secret d'ingénierie antique qui vous émerveillera. Comment les embarcations primitives pouvaient-elles traverser les vastes océans sans s'échouer sur les récifs coralliens ni se désintégrer lors des tempêtes? Le secret résidait non pas dans la solidité, mais dans la flexibilité. Tandis que les Européens construisaient des navires rigides à quilles, les anciens navigateurs d'Océanie, par exemple, employaient une approche totalement différente. Ils construisaient des catamarans et des pirogues à balancier, des embarcations à plusieurs coques, dont les différentes parties étaient reliées non par des amarres rigides, mais par de solides cordages en fibres de coco. Lorsque les vagues frappaient le navire, ces cordages permettaient aux coques et aux plateformes de se courber et de se déformer légèrement, absorbant ainsi l'énergie de l'impact au lieu de la subir. Imaginez un gratte-ciel moderne qui oscille sous le vent au lieu de s'effondrer. Tel était le principe de fonctionnement de leur navire. Cette technologie leur permettait non seulement de survivre aux tempêtes les plus violentes, mais aussi de transporter des charges énormes. Mais comment parvenaient-ils à survivre sur ces navires? Sans réfrigérateur, ni pharmacie? Comment ont-ils pu survivre pendant des mois loin de la terre ferme? Les longs voyages exigeaient non seulement une parfaite maîtrise de la navigation, mais aussi une ingéniosité hors du commun pour survivre. Il leur était impossible de s'arrêter dans un port pour se ravitailler. Chaque gorgée d'eau, chaque bouchée de nourriture comptait. Leur principale source d'eau douce était l'eau de pluie, qu'ils recueillaient dans des récipients spéciaux et même dans leurs voiles. Mais que faire pendant les périodes de sécheresse? Ils étaient passés maîtres dans l'art de trouver des lentilles d'eau douce. Ce phénomène se produit lorsqu'une lentille d'eau douce s'accumule sous une couche d'eau salée sur les petites îles ou les atolls. Ils extrayaient cette eau en creusant des puits peu profonds. L'alimentation. Leur régime alimentaire se composait principalement d'aliments fermentés comme le fruit à pain qui se conservait plusieurs mois. Ils transportaient des porcs, des poulets et des chiens vivants, non seulement pour se nourrir, mais aussi comme source d'eau fraîche, grâce à leur sang en cas d'urgence. Ils pêchaient, bien sûr, lorsque l'occasion se présentait. Mais cela ne constituait qu'une partie de leur système de survie. Les oiseaux leur servaient de boussole,
des astuces incroyables pour trouver la terre ferme au milieu de l'océan. Imaginez, vous êtes au milieu d'un immense océan, pas la moindre terre à l'horizon. Et puis, un oiseau apparaît. Qu'est-ce que cela signifie? Pour les marins d'autrefois, il ne s'agissait pas simplement d'un messager à plumes, mais d'une boussole vivante et volante. Ils savaient que certains oiseaux marins, comme les sternes et les frégates, pouvaient parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres depuis la côte, mais revenaient toujours se percher à terre. En observant leur vol à l'aube ou au crépuscule, ils pouvaient déterminer la direction de la terre la plus proche. Les oiseaux qui partaient à l'aube dans une direction et revenaient dans la même direction le soir indiquaient infailliblement le chemin vers l'île. Parfois, ils emmenaient même des oiseaux avec eux, les relâchant lorsqu'ils n'étaient pas sûrs de leur direction. Si l'oiseau volait droit devant lui, il le suivait. S'il tournait en rond, c'est qu'il n'y avait pas de terre à proximité. Leur cerveau était une carte du monde, une méthode que les marins modernes ne maîtriseraient jamais. Tout ce savoir sur les étoiles, les vagues, les vents, les oiseaux, n'était pas consigné dans des livres ou sur du parchemin. Il était vivant, transmis de génération en génération par la tradition orale, les chants, les danses et l'apprentissage pratique. Leur cerveau était leur carte la plus précise. Ils se représentaient mentalement l'océan en 3 dimensions, chaque île étant associée à des étoiles, des vagues et des vents spécifiques. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprenaient à observer l'océan. Ils passaient des heures dans l'eau, à percevoir les moindres variations des vagues. Leurs souvenirs constituaient une véritable encyclopédie d'océanographie, de météorologie et d'astronomie, le tout réuni en un seul objet. Parfois, ils utilisaient des outils d'apprentissage particuliers, comme des bâtonnets mnémotechniques, des bâtonnets reliés entre eux pour représenter les îles et les courants océaniques. Il ne s'agissait pas de cartes au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais plutôt de modèles mnémotechniques qui les aidaient à mémoriser des relations complexes. Les Vikings. Leurs raids sanglants ont commencé par une découverte étonnante. Lorsqu'on évoque les grands navigateurs de l'Antiquité, il est impossible de ne pas mentionner les Vikings. Leur nom fait surgir l'image de féroces guerriers pillant les villages côtiers. Mais leurs raids sanglants, leur expansion à travers l'Europe et même la découverte de l'Amérique du Nord ont tous débuté par une découverte étonnante, leur incroyable maîtrise de la navigation solaire. Ils utilisaient la pierre de soleil, un cristal capable de polariser la lumière, ce qui leur permettait de déterminer la position du soleil, même par temps nuageux ou lorsqu'il était caché sous l'horizon. Cela leur conférait un avantage unique, leur permettant de maintenir leur cap même dans le brouillard ou sous une épaisse couche de nuages, là où d'autres marins auraient été totalement impuissants. C'était une sorte de boussole primitive basée sur la lumière. Un seul faux pas, et c'est la damnation, les horreurs ancestrales qui les attendaient dans l'abîme. Mais malgré ces connaissances et ces technologies, l'océan restait impitoyable. Un seul faux pas, et c'était la damnation. Les tempêtes pouvaient surgir soudainement, emportant vies et navires par les profondeurs. La faim et la soif rendaient fous les marins les plus aguerris. Et bien sûr, il y avait les horreurs ancestrales. Les histoires de monstres marins, de krakens géants capables d'engloutir un navire par le fond et de vaisseaux fantômes errant à jamais sur les flots n'étaient pas de simples contes de fées. Elles reflétaient une peur bien réelle de l'inconnu, de l'abîme qui pouvait vous engloutir à tout instant. La peur de disparaître tout simplement, de se dissoudre dans les eaux infinies sans laisser de traces. Parfois, ils se perdaient, tout simplement, et découvraient un continent entier. Coïncidence ou génie? L'histoire des voyages maritimes antiques est jalonnée non seulement d'expéditions planifiées, mais aussi d'accidents étonnants. Il arrivait que même les marins les plus expérimentés s'égarent. Les tempêtes pouvaient les emporter à des centaines de kilomètres de leur route. Mais parfois, ce sont précisément ces erreurs qui ont mené aux découvertes les plus incroyables.
Imaginez les anciens Polynésiens qui découvrirent Hawaï par hasard, ou les Vikings qui, s'étant égarés, tombèrent sur les côtes de l'Amérique du Nord des siècles avant Christophe Colomb. Était-ce de la chance? Ou bien leur connaissance approfondie de l'océan leur permettait-elle, même perdus, de naviguer instinctivement vers des terres potentielles en suivant les signaux les plus subtils de l'océan? Ce n'était pas un simple coup de chance, mais une chance préparée par des millénaires d'expérience et d'observation. Le monde, tel que nous le connaissons, a vu le jour grâce à CES Personnes. Leur histoire changera votre vision du passé. Ces navigateurs de l'Antiquité n'ont pas seulement traversé les océans, ils ont relié les continents, ils ont échangé des cultures, des technologies, des plantes et des animaux. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons serait bien différent. Leur courage, leur savoir, leur capacité à déchiffrer l'océan comme un livre ouvert, un véritable miracle du génie humain. Leur histoire ne se résume pas à une simple compilation de faits, elle transformera votre vision du potentiel humain. Elle vous révélera comment ils ont conquis des continents entiers bien avant que quiconque n'ose l'imaginer, forçant le monde à s'unir plutôt qu'à se fragmenter. Nous explorerons ce sujet, et pourquoi nous devrions oublier Christophe Colomb comme premier grand explorateur des océans dans le prochain épisode. Préparez-vous, car ce que vous découvrirez vous amènera à réécrire l'histoire. Les vagues s'écrasent contre la coque du navire, se brisant contre sa frêle quille. Un vent de tempête salée arrache des cris aux gorges. Il n'y a pas de terre, seulement un abîme d'encre sans fond, s'étendant jusqu'à l'horizon. Chaque vague est un coup du sort, chaque rafale de vent, un murmure de mort. Il y a des milliers d'années, quand la terre était plate pour la plupart et l'horizon la limite du monde, ces hommes bravaient déjà l'océan. Ils naviguaient pendant des semaines, des mois, sans carte, sans boussole, sans espoir de secours en cas d'erreur. Comment ont-ils fait? Comment ont-ils osé affronter cet élément impitoyable qui a coûté la vie à des millions de personnes? Le secret ne résidait pas dans la magie, mais dans un savoir accumulé au fil des millénaires. Leur système de navigation était plus ancien que n'importe quel instrument, plus ancien même que l'écriture. Tandis que les Européens craignaient de tomber du bord du monde, les navigateurs de l'Antiquité utilisaient déjà le GPS, créé par l'univers lui-même. Leurs yeux étaient rivés sur le ciel. Ils savaient que les étoiles n'étaient pas de simples points scintillants, mais des repères précis. Chaque constellation, chaque planète, chaque lever et coucher du soleil, tout cela était un point sur leur carte invisible. Ils voyaient l'étoile polaire se lever et descendre lentement à l'horizon, déterminant ainsi leur latitude. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Aux latitudes tropicales, où l'étoile polaire est à peine visible, ils naviguaient grâce aux étoiles du zénith, des astres qui passaient directement au-dessus de leur tête à certaines périodes de l'année, indiquant des îles précises. Ils se souvenaient de centaines de ces étoiles, de leur trajectoire, de leur nom. Ils savaient là que le soleil ne se contente pas de pointer vers l'est et l'ouest, mais qu'il change aussi de position tout au long de l'année, ce qui leur permettait de déterminer l'heure et la direction avec une précision étonnante. Et puis, quelque chose d'encore plus étonnant s'est produit. Ils pouvaient lire bien plus que le ciel. L'océan leur murmurait ses secrets et ils comprenaient son langage. Sans carte. Pour eux, l'eau n'était pas une masse bleue uniforme. C'était une entité vivante, respirante, pleine d'indices. Ils pouvaient lire les vagues, non seulement celles qui s'écrasaient contre la coque du navire, mais aussi les profondes houles, presque imperceptibles, provoquées par les tempêtes lointaines. Ces vagues portaient des informations sur la direction et la distance des côtes, changeant de nature, se reflétant sur les îles et se propageant autour d'elles. Ils percevaient les changements de courant, déterminant leur vitesse et leur direction à partir de rides à peine visibles à la surface de l'eau ou du comportement des algues flottantes. Ils distinguaient les odeurs, l'air frais au-dessus des terres, le parfum des plantes en fleurs, l'odeur des lagunes,
Et puis, l'incroyable se produisait. Ils pouvaient détecter l'approche des côtes au changement de couleur de l'eau, au rassemblement des oiseaux, aux nuages qui se formaient au-dessus d'îles encore invisibles à l'œil nu. Leur cerveau était une carte vivante du monde, dessinée non pas à l'encre, mais par des siècles d'expérience. Mais tout cela aurait été inutile s'ils n'avaient pas oublié Christophe Colomb. Oubliez ces trois caravelles, ces cartes de l'Europe et ces mécènes monarchiques. Les véritables conquérants des océans ont sillonné les mers il y a des milliers d'années. Tandis que Colomb effectuait des traversées relativement courtes de l'Atlantique vers des îles déjà habitées, les anciens Austronésiens et Polynésiens partaient déjà à la conquête de l'océan Pacifique, la plus vaste étendue d'eau de la planète. Leur ère de grandes découvertes géographiques a commencé bien avant la naissance de la civilisation européenne. Il y a 3500 ans déjà, le peuple Lapita, ancêtre des Polynésiens, entamait son expansion depuis l'Asie du Sud-Est, parcourant des milliers de kilomètres, s'installant sur les îles de Mélanésie, puis, fort d'une maîtrise exceptionnelle de la navigation, poursuivaient leur route. Vers 1200 avant J.C., alors que les civilisations mycéniennes émergeaient à peine en Europe, elles avaient déjà atteint les Fidji, les Tonga et les Samoa. Et vers 800 après J.C., bien avant les Vikings, elles s'étaient établies à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, et même dans des lieux reculés comme l'île de Pâques. Imaginez, il y a 2000 ans, elles parcouraient plus de 4000 kilomètres pour atteindre Hawaï depuis les îles Marquises. Un voyage d'une telle longueur et d'une telle difficulté qu'il surpasse tout ce qu'ont entrepris Christophe Colomb ou Magellan lors de leur premier voyage. Ces peuples n'ont pas simplement traversé l'océan, ils l'ont dompté en faisant leur foyer. Ils ont colonisé des archipels entiers grâce à une technologie primitive qui, a priori, aurait dû les condamner. Mais comment ces peuples, sans métal, sans outils modernes, sans boussole ni carte, ont-ils pu construire des navires capables d'affronter de tels voyages? Des navires qui ne coulaient même pas lors des tempêtes les plus violentes? Le secret de leur ingénierie ancestrale vous émerveillera et changera votre compréhension des capacités des civilisations préhistoriques. L'océan est un tueur impitoyable. Il y a des milliers d'années, quand l'horizon était un mur et la tempête la voix des dieux courroucés, s'aventurer en haute mer équivalait à un suicide. L'homme était insignifiant face à sa puissance, mais ils l'ont défié. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres sans carte, sans boussole, sans même la moindre idée de ce qui les attendait au-delà de la prochaine vague. Et plus incroyable encore, ils sont revenus. Le secret de leur audace? Des navires extraordinaires. D'apparence primitive, mais dotés de solutions d'ingénierie qui émerveillent encore aujourd'hui. Imaginez, vous êtes pris dans une tempête. Des vagues hautes comme des montagnes s'abattent sur votre barque en bois. Elle se déchire, l'eau envahit le pont, votre navire coule. Tel aurait été le sort commun de la plupart des embarcations de cette époque, mais pas pour celle-ci. Les navires des anciens navigateurs ne coulaient pas. Non pas parce qu'ils étaient littéralement insubmersibles, mais parce que leur conception même remettait en question le concept de naufrage au sens habituel du terme, et ce secret va révolutionner votre compréhension des capacités des civilisations préhistoriques. Les navires européens, même à l'époque de Christophe Colomb, étaient des structures rigides et monolithiques. Si la coque prenait l'eau, si le mât se brisait, si un flanc se fendait, c'était fini. Le navire coulait, emportant avec lui son équipage et tout espoir. Mais les ingénieurs du Pacifique pensaient autrement. Leur concept était révolutionnaire. Un navire devait être flexible, élastique, capable de s'adapter à la force monstrueuse de l'océan et non de lui résister de front. Puis vint la découverte cruciale. Les navires multicoques, des pirogues à balancier, des catamarans et enfin des coques doubles reliées par une plateforme robuste. C'était leur point de repère, leur stabilisateur, leur cale. C'était leur foyer sur l'eau,
d'une fonctionnalité supérieure à tout ce que l'Europe allait connaître pendant 1000 ans. La double coque offrait une stabilité incroyable, permettant aux navires de résister à des tempêtes qui auraient instantanément fait chavirer des navires à simple coque. Elle offrait une capacité de chargement énorme, leur permettant de transporter des provisions, de l'eau, des animaux et même des semences pour coloniser de nouvelles terres. Mais ce n'est pas tout. Le secret était encore plus profond. Leurs navires n'étaient pas cloués, mais amarrés. Oui, vous avez bien entendu, au lieu d'amarrage métallique rigide et corrodable, les constructeurs navals de l'Antiquité utilisaient des milliers de mètres de cordes tressées en fibres de coco appelées sénites. Cette technique, à première vue, semble primitive. Pourtant, elle était ingénieuse. Imaginez une planche, vous la clouez. Si vous la frappez fort, elle casse, les clous s'arrachent. Imaginez maintenant l'amarrer. Lorsqu'on la frappe, les cordes amortissent le choc et la planche plie sans se briser. C'est exactement ainsi que fonctionnaient les navires polynésiens. Leurs coques n'étaient pas des monolithes rigides, mais des structures élastiques qui respiraient avec l'océan. Chaque planche, chaque élément, était fixé à la charpente avec une telle précision et une telle solidité que la structure entière formait un seul bloc, capable de se courber et d'absorber l'énergie des vagues. Elle ressemblait au squelette d'un être vivant et non à une structure inerte et immobile. Cette méthode présentait un autre avantage étonnant. Des dégâts? Aucun souci. Une planche cassée pouvait être remplacée directement en pleine mer. On détachait les cordages, on retirait la pièce endommagée, on installait la nouvelle et on remontait le tout. Pas de chantier naval, pas d'outils lourds, pas de quai, juste un équipage, des cordages et un peu de savoir-faire. Pour les marins européens, c'était impensable. À leurs yeux, un navire était soit intact, soit à terre. Pour les marins d'autrefois, c'était un système vivant, réparable. Les matériaux jouaient également un rôle essentiel. Des bois légers mais résistants étaient utilisés pour les coques. Leur faible tirant d'eau leur permettait d'approcher les rivages les moins profonds et leur incroyable flottabilité signifiait que même remplis d'eau, ils restaient à flot sans couler. Ce n'étaient pas des navires qui ne pouvaient pas prendre l'eau, c'étaient des navires qui ne coulaient pas, même s'ils prenaient l'eau. Leurs voiles, surnommées pinces de crabe, représentaient le summum de l'aérodynamisme. Leur forme triangulaire, tendue sur deux mâts incurvés, leur permettait non seulement de naviguer avec le vent, mais aussi de louvoyer efficacement contre lui, de larguer avec une vitesse et une maniabilité incroyables. Les voiles carrées européennes de l'époque n'étaient efficaces qu'avec un vent arrière, rendant la navigation lente et imprévisible. Les navires polynésiens, en revanche, pouvaient littéralement voler au-dessus des vagues, laissant tout sur leur passage. Qu'en est-il du contrôle? Pour naviguer contre le vent, il faut une quille. Mais comment concevoir une quille pour une embarcation qui change constamment de direction? Le secret résidait dans les dérives rétractables. Sur les canoës à double coque, elles étaient installées aux angles de la plateforme. Si l'embarcation devait virer, une dérive était abaissée tandis que l'autre était relevée, créant ainsi une résistance du côté souhaité. Ce système offrait un contrôle exceptionnel, permettant des manœuvres précises, même dans les conditions les plus difficiles. La plateforme entre les coques n'était pas un simple pont. C'était un espace multifonctionnel. On y dormait, on y cuisinait, on y faisait sécher le poisson, on y stockait des provisions et parfois même on y aménageait un petit potager pour s'approvisionner en légumes frais lors des longs voyages. Des filets de chargement supplémentaires, voire des réservoirs spéciaux pour la récupération des eaux de pluie, pouvaient y être installés. Tout cela, construit sans métal, sans plan, sans calcul mathématique moderne, témoignait du génie des ingénieurs de l'Antiquité. Ils ne se contentaient pas de construire des navires. Ils créaient des écosystèmes flottants capables d'abriter la vie dans les environnements les plus hostiles de la planète. Mais même le navire le plus parfait ne représente que la moitié du chemin. Certes,
Ces embarcations n'ont pas coulé. Elles étaient rapides et fiables. Mais qu'en était-il de la vie à bord? Des mois en pleine mer, à des milliers de kilomètres de la terre la plus proche, sans réfrigération, sans trousse de premiers secours, sans espoir d'aide rapide. Comment ces hommes ont-ils survécu dans des conditions qui nous paraissent aujourd'hui inimaginables? Que mangeaient-ils? Comment luttaient-ils contre la maladie? Et comment gardaient-ils leur sang-froid face à l'immensité de l'océan où chaque jour pouvait être le dernier? C'était une épreuve bien plus cruelle que la tempête elle-même. L'océan, un abîme bleu sans fin, où chaque jour est une lutte pour la survie. Même si votre navire est insubmersible, même si vous êtes un maître dans l'art de lire les étoiles, il existe un ennemi bien plus insidieux que la tempête, bien plus impitoyable que les récifs. Cet ennemi, c'est le temps. Des mois en mer, à des milliers de kilomètres de toute terre, sans réfrigération, sans trousse de premiers secours, sans espoir de sauvetage. Comment les hommes, il y a des millénaires, ont-ils survécu dans cet enfer flottant? Que mangeaient-ils? Comment luttaient-ils contre les maladies? Et surtout, comment ont-ils gardé leur santé mentale quand tout autour d'eux n'était que l'eau et la mort? C'était un défi bien plus brutal que la tempête elle-même. Un défi qui exigeait non seulement du courage, mais aussi une connaissance approfondie de la nature et une ingéniosité à couper le souffle. La première question, bien sûr, concernait l'alimentation. L'homme moderne ne peut concevoir la vie sans réfrigération. Les marins de l'Antiquité ne disposaient pas de techniques de conservation des aliments qui nous paraissent primitives aujourd'hui, mais qui étaient d'une simplicité géniale. Le secret résidait dans l'élimination de l'eau. La viande et le poisson étaient séchés, fumés et salés, ce qui inhibait la prolifération bactérienne. Les Vikings transportaient des tonnes de morues séchées, appelées stockfisk. Il ne s'agissait pas seulement d'un aliment, mais d'une source concentrée de protéines qui pouvait se conserver des années sans perdre ses qualités nutritives. Les Polynésiens séchèrent le poisson et les fruits de mer pour en faire une pâte de fruits à pain, qu'ils faisaient également sécher au soleil jusqu'à obtenir une plaque dure pouvant résister à des mois en mer. Mais cela ne suffisait pas. Les aliments séchés étaient certes nutritifs, mais monotones. Le corps avait besoin de variété et de vitamines. C'est là que la fermentation est intervenue. Nos ancêtres savaient intuitivement que la fermentation non seulement conservait les aliments, mais les enrichissait aussi, les rendant plus nutritifs. Peu de gens le savent, mais bien avant que James Cook ne donne de la choucroute à ses marins pour lutter contre le scorbut, les Polynésiens consommaient des fruits et légumes fermentés comme le taro et le fruit à pain depuis des millénaires. Ils les conservaient dans des fosses spéciales où les aliments restaient comestibles pendant des mois, voire des années. Un autre aliment de base était le hardtack, des biscottes dures comme de la pierre, faites de farine et d'eau. Elles étaient immangeables sans être trempées au préalable dans l'eau ou la soupe, mais se conservaient des décennies si elles étaient bien entreposées. C'était l'aliment de base, certes monotone, mais d'une fiabilité absolue. Pourtant, la source la plus importante de nourriture fraîche et tout aussi cruciale d'eau est l'océan lui-même. Les navigateurs de l'Antiquité étaient des pêcheurs hors pair. Ils utilisaient des filets, des cannes à pêche rudimentaires et des harpons pour capturer poissons, tortues et même petits requins. Chaque prise était un festin, leur fournissant non seulement de la nourriture, mais aussi les fluides vitaux de la chair fraîche. Chose incroyable, c'est souvent la chasse en haute mer qui sauvait les équipages de la famine. Mais même un régime alimentaire parfait est inutile sans eau. La déshydratation est la première cause de mortalité en haute mer. Les réserves d'eau douce du navire n'étaient suffisantes que pour une courte période. Comment ont-ils pu survivre pendant des mois? Le secret se trouvait dans le ciel. La principale source d'eau douce était la pluie. Les anciens navigateurs étaient passés maîtres dans l'art de la collecte des eaux de pluie. Voiles, auvents spéciaux, troncs d'arbres évidés, tout cela formait un système de collecte d'eau complexe, mais efficace.
Chaque goutte était précieuse, soigneusement recueillie et conservée dans des récipients hermétiques, souvent en argile ou en bambou. Les Polynésiens bénéficiaient d'un atout unique, la noix de coco. Sur de nombreuses îles, elle constituait non seulement un aliment, mais aussi une source d'eau stérile et nutritive. Lors de courts voyages, ils pouvaient en transporter des centaines, s'assurant ainsi une réserve d'eau pour plusieurs semaines. Ils savaient choisir les noix de coco les plus gorgées d'eau et les conserver de manière à ce qu'elles ne s'abîment pas. Cependant, même cela ne protégeait pas des maladies. L'absence de réfrigération et de pharmacie transformait toute affection en une condamnation à mort potentielle. Le fléau le plus terrible qui décima les équipages pendant des millénaires était bien sûr le scorbut. Une carence en vitamine C entraînait des saignements des gencives, la perte de dents, des hémorragies internes et finalement une mort lente et douloureuse. Les Européens luttèrent contre ce fléau pendant des siècles, perdant des flottes entières, jusqu'à la découverte d'un remède simple. Là encore, le génie des civilisations anciennes était manifeste. Les Polynésiens, grâce à leur alimentation riche en poissons frais, en aliments fermentés et en noix de coco, ainsi qu'à leur capacité à identifier les plantes comestibles et médicinales des îles, souffraient beaucoup moins du scorbut. Leur accès constant à la vitamine C, même inconscient, fut leur salut. Les Vikings utilisaient eux aussi les baies et les herbes sauvages qu'ils emportaient, mais leurs ressources étaient limitées par les latitudes nordiques, rendant les longs voyages particulièrement périlleux. Mais même si le scorbut était évité, les dangers étaient nombreux: blessures, infections, dysenterie, mal de mer, insolation, hypothermie. Les marins d'autrefois étaient contraints de se soigner eux-mêmes. Leur pharmacie naturelle était leur seul remède. Avant un long voyage, ils ramassaient des herbes médicinales, des racines et des algues. Ils savaient utiliser le miel comme antiseptique, poser des attelles de bambou ou de bois et nettoyer les plaies à l'eau de mer. Certaines cultures croyaient au pouvoir des chamans et des guérisseurs, dont les rituels et le savoir se transmettaient de génération en génération. Leur méthode mêlait souvent médecine pratique et croyances spirituelles, la foi dans la guérison jouant un rôle prépondérant. Mais au-delà des souffrances physiques, il y avait un autre ennemi, non moins redoutable, la folie. Des mois en pleine mer, la monotonie, l'isolement, la peur constante, tout cela pesait lourdement sur le psychisme. L'océan, infini et silencieux, pouvait rendre fou quiconque dépourvu d'une force intérieure hors du commun. Le secret de leur résilience résidait dans la discipline et la détermination. Une routine quotidienne stricte, une répartition claire des responsabilités et un travail constant contribuaient à préserver leur équilibre mental. Les liens sociaux étaient essentiels. Histoire, chants et rituels servaient à maintenir le moral et le sentiment d'appartenance à la communauté. Les aînés transmettaient savoir, récits héroïques et mythes, ce qui fortifiait leur esprit et leur rappelait le but de leur voyage. Mais leur principal soutien, leur rempart le plus efficace contre le désespoir, c'était le savoir. Le savoir qu'ils n'avançaient pas à l'aveuglette, que l'océan, aussi vaste qu'il paraissait, n'était pas sans fin, que quelque part, au-delà de l'horizon, se trouvait la terre, et qu'ils avaient les moyens de la trouver. Pourtant, même les plus inébranlables, les navigateurs les plus expérimentés, connaissaient des moments où leurs forces les abandonnaient, leurs provisions presque épuisées, et l'horizon restait désert. C'est dans ces instants que ceux qui voyaient plus loin que l'homme venaient à leur secours, ceux qui étaient une boussole vivante indiquant le chemin du salut, ceux qui volaient haut au-dessus des mâts, portant l'espoir sur leurs ailes quand les yeux humains refusaient d'y croire. Ils étaient le GPS antique qui ne les avait jamais trahis, désespoir, sueur froide. Les provisions s'épuisent, l'eau manque, l'espoir s'amenuise de jour en jour. L'océan est plus que de l'eau, c'est un monstre vivant et respirant qui lentement, mais sûrement, vous emporte tout.
Il y a des milliers d'années, quand l'horizon restait désert jour après jour, semaine après semaine, même les marins les plus braves contemplaient l'abîme, le cœur serré par la terreur. Ils le savaient, une mauvaise route, une erreur de calcul, et leur tombeau serait sans fond. Mais ils n'ont pas renoncé. Ils savaient qu'il existait quelqu'un qui voyait plus loin que l'homme, quelqu'un qui était une boussole vivante, indiquant le chemin du salut, ceux qui volaient au-dessus des mâts, portant l'espoir sur leurs ailes. C'était un système GPS ancien qui ne tombait jamais en panne. Leur système de navigation était plus ancien que n'importe quelle civilisation. Il s'agissait des oiseaux. Leurs cris étaient une douce musique pour les marins épuisés. Leurs ombres, glissant sur les vagues, étaient porteuses de vie. Mais ce n'était pas un hasard. C'était le fruit de milliers d'années d'observation, de transmission du savoir et d'une intuition incroyable. Mais comment distinguer un oiseau qui chasse simplement d'un oiseau qui vous guide vers la terre ferme? Le secret résidait dans les détails. Les anciens navigateurs, notamment les Polynésiens, avaient développé un système sophistiqué de navigation ornithologique. Ils connaissaient non seulement les espèces d'oiseaux, mais aussi leurs habitudes, leurs routes, les moments de la journée et même leurs altitudes de vol. Imaginez, vous êtes au beau milieu de l'océan Pacifique. Les jours se confondent dans un bleu infini. Et soudain, à l'aube, vous apercevez une volée de frégates. Ce ne sont pas de simples oiseaux. Ce sont de véritables boussoles vivantes, mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Les frégates, avec leur envergure immense et leur capacité à planer pendant des heures, ne peuvent se poser sur l'eau. Elles ont besoin de la terre ferme. Aussi, leur apparition à l'horizon à l'aube était-elle un signe prometteur. Elles quittaient leur nid pour chasser et leur vol était toujours dirigé vers l'océan. Le soir venu, à la tombée de la nuit, elles revenaient immanquablement à terre. C'est cette régularité qui s'avéra cruciale. Les marins n'avaient qu'à modifier leur cap pour éviter le passage des frégates. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de frégates? Puis d'autres espèces entrèrent en jeu. Pétrels, sternes, fous de bassin, chaque espèce jouait un rôle essentiel dans cette carte de navigation vivante. Par exemple, les pétrels s'éloignent souvent de plusieurs centaines de kilomètres des côtes, mais reviennent toujours à leur colonie. Leur vol était plus erratique lorsqu'ils chassaient, mais devenait direct et précis lorsqu'ils retournaient au nid. Et alors, le plus étonnant se produisit. Les navigateurs d'autrefois pouvaient non seulement déterminer leur direction, mais aussi estimer approximativement la distance jusqu'à la terre ferme, grâce à l'apparence et au comportement des oiseaux. Comment cela fonctionnait-il? C'est très simple. Plus un oiseau peut voler loin du rivage et revenir, plus son rayon de fuite est grand. Si vous voyez une mouette, qui ne vole généralement pas loin, la terre est proche. Si c'est une frégate, capable de parcourir de vastes distances, la terre peut encore se trouver à un jour ou deux de là. Mais cela exigeait des connaissances phénoménales. Ce savoir ne s'est pas acquis en une seule expédition. Il s'est accumulé au fil des siècles, transmis de génération en génération, du navigateur chevronné au jeune apprenti. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprenaient à reconnaître non seulement la silhouette des oiseaux, mais aussi les caractéristiques de leur vol, leur chant et même leurs odeurs. Leur ouïe était en harmonie avec l'océan. Par exemple, le chant d'un oiseau particulier porté par le vent pouvait indiquer une direction, même si l'oiseau était invisible. Mais le tour le plus incroyable était le lâcher d'oiseaux. Si la terre restait inaccessible et que les provisions s'épuisaient, les navigateurs recouraient à une ultime mesure désespérée. Ils emmenaient avec eux des oiseaux marins spécialement dressés ou simplement capturés, généralement des frégates ou des sternes. Au moment critique, l'oiseau était relâché et alors, la magie opérait. L'oiseau, guidé par son instinct, tourna plusieurs fois autour du navire comme pour réfléchir. Puis, si la terre était en vue, il se dirigeait dans une direction précise, vers son nid ou simplement vers la terre ferme. Les marins le suivirent. Mais que se passerait-il si l'oiseau revenait?
Si l'oiseau tournait en rond et revenait au mât ou au navire, c'était mauvais signe. Cela signifiait que la Terre était trop loin, au-delà de son rayon d'action instinctif. Ou pire encore, il n'était tout simplement pas dans cette direction. À ces moments-là, le désespoir les saisissait à nouveau. Mais même alors, cela fournissait une information précieuse, mauvaise direction. Ils lâchaient donc un autre oiseau, espérant un résultat différent. Mais cette méthode était-elle vraiment fiable? Étonnamment, la précision était phénoménale. Des recherches récentes ont démontré que certaines espèces d'oiseaux marins peuvent parcourir des distances allant jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres depuis leur site de nidification avec une précision étonnante. Il ne s'agit pas d'un simple déplacement approximatif. C'est un vol ciblé vers une île ou une portion de littoral précise. Et c'est là que réside l'un des plus grands secrets. Les oiseaux ne se repèrent pas uniquement grâce au soleil et aux étoiles, comme les humains. Ils possèdent une sorte de boussole interne basée sur le champ magnétique terrestre. Ils perçoivent les rayonnements infrarouges et ultraviolets. Ils voient la polarisation de la lumière. Ils entendent les infrasons qui se propagent bien plus loin que les sons ordinaires. Cela leur confère un avantage dont les humains sont dépourvus. Mais les humains ont appris à décrypter ces signaux. Les navigateurs de l'Antiquité ne se contentaient pas d'observer les oiseaux. Ils les interprétaient comme un livre ouvert. Ils savaient que l'altitude d'une frégate pouvait indiquer sa distance à la terre ferme. Plus l'oiseau volait haut, plus sa cible était éloignée. Ils savaient qu'un groupe d'oiseaux volant en formation serrée se dirigeait plus probablement vers un lieu précis, contrairement à des oiseaux dispersés chassant simplement. Et puis, il s'est avéré que les Polynésiens savaient autre chose. Ils comprirent que tous les oiseaux n'étaient pas d'égale utilité. Par exemple, les goélands pêcheurs, qui pouvaient passer de longues périodes en haute mer, n'étaient pas les meilleurs indicateurs de la terre ferme. En revanche, des espèces comme les sternes à calotte blanche et les pigeons colombins, qui revenaient toujours à terre pour nicher, étaient inestimables. Le secret résidait dans la systématisation. Chaque peuple insulaire, chaque clan de marins, possédait sa propre carte ornithologique de l'océan Pacifique. Ils savaient quels oiseaux vivaient autour de leur île, lesquels autour des îles voisines, et lesquels pouvaient indiquer des terres entièrement nouvelles et inexplorées. Mais ce savoir ne se limitait pas aux oiseaux. Il s'agissait de la connaissance de l'écosystème dans son ensemble, courant, couleur de l'eau, prolifération d'algues, nuages, animaux marins. Tout cela faisait partie d'un vaste puzzle, et les oiseaux n'étaient qu'un élément, certes incroyablement important, de ce système. Leur présence ou leur absence, leur comportement, tout cela s'entremêlait dans le tableau d'ensemble. Et c'est là que nous voyons toute la complexité de leur monde. Imaginez un navigateur qui, en plus des étoiles et des vagues, gardait en mémoire une carte détaillée du comportement de dizaines d'espèces d'oiseaux, de leurs aires de répartition et de leurs migrations quotidiennes et saisonnières. Un tel volume d'informations nécessiterait aujourd'hui une bibliothèque entière et un ordinateur puissant. Et pourtant, ils le stockaient dans leur mémoire, le transmettant oralement. Mais il ne s'agissait pas simplement d'une collection de faits. C'était une compréhension profonde et intuitive de la nature. C'était la capacité de voir non seulement un oiseau, mais aussi son rôle dans l'ensemble, son lien avec la Terre. C'était la capacité de percevoir l'océan non comme un ennemi, mais comme une source d'information. Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont prospéré, utilisant ce savoir pour faire certaines des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Et c'est là que leur cerveau est devenu une véritable carte. Ils ne se contentaient pas de mémoriser des itinéraires ou des points de repère. Ils créaient dans leur esprit un modèle tridimensionnel et dynamique du monde. Un modèle qui intégrait le mouvement des étoiles, la direction des vagues, les odeurs du vent, les couleurs des nuages et, bien sûr, le vol des oiseaux. Il ne s'agissait pas d'une carte statique, mais d'une image vivante et constamment mise à jour de l'océan et de ses îles.
Et cette incroyable capacité, cette fusion profonde entre l'homme et la nature, nous permet de comprendre comment ils ont pu parcourir des milliers de kilomètres sans le moindre instrument, comment ils pouvaient voir la Terre à des centaines de kilomètres de distance, simplement en observant des boussoles vivantes fendant le ciel. Mais comment ont-ils précisément transformé toutes ces observations apparemment disparates en une carte mentale unique et cohérente, capable de les guider vers leur but? Comment ont-ils systématisé cette masse colossale de données alors que leur seul ordinateur était leur propre esprit? La réponse à cette question est stupéfiante. C'était une méthode que les marins modernes ne maîtriseraient jamais, car elle exige non seulement des connaissances, mais une immersion totale dans l'océan. Imaginez un océan immense, des milliers de kilomètres d'eau. Aucun instrument, aucune carte, juste votre bateau et les étoiles. Mais comment ces navigateurs d'autrefois parvenaient-ils à apercevoir la Terre à des centaines de kilomètres, simplement en observant les oiseaux, les vagues et les nuages? Ils ne se contentaient pas d'interpréter les signes. Ils transformaient le chaos des données océaniques en une carte vivante et d'une précision parfaite, directement dans leur esprit. Une méthode que les marins modernes ne maîtriseront jamais. Voici pourquoi. Leur cerveau n'était pas un simple réceptacle d'informations. C'était un système GPS vivant, une matrice de navigation en perpétuelle mise à jour et adaptation. Ils ne se contentaient pas de regarder l'océan, ils ne faisaient plus qu'un avec lui. Il ne s'agissait pas seulement de connaître le chemin, mais de le ressentir dans chaque cellule de leur corps. Pour eux, l'océan n'était pas un obstacle, mais une carte gigantesque et changeante qu'ils lisaient simultanément avec tous leurs sens. Bien sûr, les étoiles étaient leur principal point de repère, mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ils voyaient bien plus que de simples étoiles, ils discernaient des schémas dans leurs mouvements. Les points de lever et de coucher de chaque étoile importante, sa trajectoire au-dessus de l'horizon, son inclinaison. Le Soleil, plus qu'une simple source de lumière, mais un compas précis dont l'altitude et l'azimut variaient minute après minute, révélant l'heure et la latitude. Les nuages, bien plus que de simples indicateurs météorologiques, certains types de nuages se formaient au-dessus des terres, et leur apparition à l'horizon, même à des centaines de kilomètres, était un signe indubitable de la proximité des terres. Mais cela ne suffisait pas. Après tout, le ciel pouvait être couvert et les étoiles cachées. Le secret résidait dans l'intégration sensorielle absolue. Ils écoutaient à l'océan le bruit des vagues distinct entre les récifs coralliens et les plages de sable, le souffle du vent changeant à l'approche des îles hautes, le murmure des vagues qui pouvait indiquer la direction et la distance d'un obstacle. Cela semble déjà incroyable, mais le capteur le plus étonnant était encore plus profond. Leur peau était leur instrument. Ils percevaient les moindres variations de température de l'eau, annonçant les courants ou la proximité de la Terre. Ils ressentaient le vent non seulement comme un courant, mais aussi comme un indicateur de direction, sa force, sa constance. Plus étonnant encore, ils sentaient les vagues, non pas celles qui s'écrasent contre la coque, mais les profondes houles océaniques. Mais comment les vagues pourraient-elles être utilisées pour trouver des terres invisibles? Le secret, c'était que la houle de l'océan est une source d'information constante. Ils immersent l'océan. L'odeur de l'eau douce annonçait une averse ou un grand fleuve à l'horizon. L'odeur de cendres volcaniques signalait la présence d'îles actives au loin. Le parfum de la végétation en fleurs, porté par le vent sur des dizaines de kilomètres, était un signe indubitable d'une île habitée. Toutes ces données n'ont pas été simplement collectées, elles ont été systématisées dès l'enfance dans le cadre d'une école de navigation rigoureuse. Les maîtres navigateurs, comme le légendaire PWO de Micronésie, ne se contentaient pas d'enseigner à leurs élèves. Ils les immergeaient dans le monde de l'océan. Dès leur plus jeune âge, les enfants passaient des heures sur la plage,
à observer les marées, les oiseaux et les étoiles. Ils apprenaient à lire chaque ride à la surface de l'océan. Leur boussole stellaire n'était pas un outil, mais un concept. Au lieu d'une aiguille magnétique, ils utilisaient 32 points sur l'horizon, correspondant aux positions de lever et de coucher d'étoiles clés. Chaque point portait un nom, et chaque nuit, même par temps nuageux, un navigateur expérimenté pouvait en percevoir la position et la mémoriser. Il ne s'agissait pas seulement de navigation, c'était une forme de méditation, une connexion constante avec le cosmos. Mais le véritable sommet de cette navigation mentale résidait dans la capacité à percevoir les vagues invisibles. Imaginez-vous naviguant en pleine mer. Vous ne voyez que des ondulations à la surface, mais en dessous, dans les profondeurs, se déchaînent de puissantes et constantes houles générées par des tempêtes lointaines. Ces houles, se heurtant à des montagnes sous-marines ou à des îles invisibles, se réfléchissent, se réfractent et se transforment. Un navigateur expérimenté pouvait ressentir ces changements à travers la coque du bateau, à travers ses pieds, à travers l'eau. Il sentit une houle venant de l'est entrer en résonance avec une autre, venue du sud, d'une île invisible. C'était comme un sonar, mais basé sur des sensations tactiles. Les habitants des îles Marshall créaient même des cartes dessinées à l'aide de bâtonnets, non pas pour représenter les îles, mais pour montrer comment les vagues les contournaient. Il s'agissait de modèles abstraits des vagues, transmis de génération en génération. Le grand navigateur Mao Piailug, qui fit revivre les anciennes méthodes polynésiennes, affirmait pouvoir pressentir la présence d'une île au-delà de l'horizon, simplement en percevant ces subtiles variations dans le relief des vagues. Comment tout cela était-il stocké dans leur mémoire, grâce à un système colossal de moyens mnémotechniques, d'histoire, de chants et de rituels? Chaque île avait son propre chant, décrivant ses contours, ses récifs sous-marins et les courants dominants. Chaque migration d'oiseaux était consignée dans la tradition orale, indiquant quelles espèces regagnaient la terre ferme à l'aube et lesquelles retournaient se percher au coucher du soleil. Ils savaient quels poissons peuplaient les côtes et lesquels pêchaient en haute mer, et même la couleur de l'eau indiquant la profondeur ou la présence de hauts fonds. Leur mémoire était une bibliothèque vivante, constamment enrichie et transmise oralement. L'homme moderne, habitué aux écrans et aux signaux satellitaires, est tout simplement incapable de maîtriser cette méthode. Il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de compétences, c'est une autre façon de percevoir le monde. Nous avons perdu ce lien sensoriel profond avec la nature, cette capacité intuitive à interpréter des centaines de signaux simultanés et à les synthétiser instantanément en une image cohérente. Notre cerveau s'est atrophié à cet égard, devenant dépendant des machines. Nous pouvons apprendre la théorie, mais nous ne pouvons pas devenir un océan comme ils l'ont fait. Leur représentation mentale était parfaitement adaptée à leur monde, leur climat, leurs océans. Elle leur permettait de parcourir des milliers de kilomètres, de découvrir de nouvelles terres, des routes commerciales, des continents entiers. Mais que se passerait-il si ces méthodes étaient confrontées à des conditions totalement différentes? Que se passerait-il si le ciel était perpétuellement couvert et la mer enveloppée d'un brouillard impénétrable? C'était précisément le problème auquel étaient confrontés d'autres grands navigateurs apparus en Europe du Nord. Leur océan était froid, imprévisible et souvent voilé par le brouillard. Leurs navires étaient différents, leurs objectifs plus ambitieux. Et c'est dans ces conditions extrêmes qu'ils firent une découverte stupéfiante qui non seulement leur permit de conquérir les eaux les plus inhospitalières, mais qui fut aussi le point de départ de leurs raids sanglants qui changèrent l'histoire de tout le continent. Une découverte qui leur permit peut-être de percer le brouillard. Quelle fut cette découverte? Et comment a-t-elle transformé des pêcheurs en redoutables vikings qui ont terrorisé toute l'Europe? La tempête gronde, les vagues s'écrasent contre le navire comme des monstres enragés. Un vent glacial transperce l'eau. Dans cette obscurité totale,
où l'horizon se confond avec le ciel, un homme ordinaire aurait depuis longtemps renoncé. Mais ces hommes n'étaient pas ordinaires. C'étaient des Vikings. Leur drakkar glisse sur les crêtes des vagues, tel un prédateur, défiant la mort elle-même. Leurs visages sont burinés, leurs yeux brillent de détermination. Ils ne se contentent pas de naviguer, ils attaquent l'océan. Mais comment ? Comment ces hommes, il y a des milliers d'années, sans carte, sans boussole, sans technologie moderne, ont-ils réussi non seulement à survivre dans cet abîme glacé, mais aussi à en faire le chemin de leur domination ? Croyez-vous qu'ils se soient appuyés uniquement sur la force brute et le courage ? Cela aurait été une erreur fatale. Leur secret était bien plus profond. Bien plus profond. Imaginez, la nuit, un océan infini, des milliards d'étoiles au-dessus de nous. Pour nous, c'est un spectacle magnifique. Pour les Vikings, c'était leur guide, leur GPS céleste, bien plus ancien que n'importe quelle civilisation. L'étoile polaire indiquait le nord, et le mouvement des autres constellations leur donnait le temps et la direction. Jour après jour, nuit après nuit, ils lisaient le ciel comme un livre ouvert. Ils connaissaient les cycles, prédisaient les changements, leur mémoire étant un trésor de données astronomiques inestimables. Mais que se passait-il si les étoiles étaient cachées, si un épais brouillard ou de bas nuages obscurcissait l'horizon pendant des jours? Alors arrivait le pire pour tout marin, la désorientation totale. La voie semblait bloquée, mais c'est à ce moment précis que les Vikings sortaient leur atout maître, le secret qui changea tout. Ils écoutaient l'océan, le vent, les vagues, les courants, chaque élément leur racontait une histoire. Ils savaient que les courants du nord différaient de ceux du sud, que certains types de vagues indiquaient la proximité des côtes, qu'un changement de vent pouvait annoncer une tempête ou, au contraire, une période de calme plat. Ils discernaient les nuances de l'eau, prédisant la profondeur ou la présence de récifs. Leurs oreilles percevaient les faibles bruits des vagues au-delà de l'horizon, et leurs yeux voyaient les changements de couleur du ciel, indiquant la réflexion de la lumière sur la glace ou la terre. Ce n'était pas qu'un simple instinct, c'était une science transmise de génération en génération, de père en fils, de vieux contes aux jeunes guerriers. Mais même cela ne suffisait pas pour les routes qu'ils s'apprêtaient à conquérir. Croyez-vous qu'ils n'étaient que de simples pêcheurs chanceux ? Ce serait une erreur. Leur savoir-faire était extrêmement développé et leurs ambitions s'étendaient bien au-delà de l'horizon. Oubliez Colomb, oubliez Magellan, de véritables explorateurs des océans ont sillonné les mers il y a des milliers d'années. Les Vikings en faisaient partie. Ils ne craignaient pas l'inconnu, ils le recherchaient. Leurs navires ont sillonné l'Atlantique Nord bien avant que les Européens n'envisagent de tels voyages. L'Islande, le Groenland, l'Amérique du Nord, toutes ces terres ont été découvertes par eux, non par hasard, mais grâce à leurs compétences et technologies de navigation inégalées. Mais comment pouvaient-ils parcourir de telles distances dans des conditions qui posent encore des défis aux navigateurs d'aujourd'hui? Le secret résidait dans leurs navires, de véritables chefs-d'œuvre de l'ingénierie antique, les drakkars, longs, gracieux, mortels. À première vue, ils ressemblent à de simples embarcations en bois, mais à y regarder de plus près, chaque planche, chaque clou faisait partie d'un système soigneusement conçu. Leurs navires étaient à beau léger, et pourtant incroyablement robustes. La coque était flexible, capable de respirer au gré des vagues, absorbant les chocs au lieu de se briser. Cela leur permettait non seulement d'affronter les tempêtes, mais aussi de se déplacer à des vitesses étonnantes, à la voile comme à la rame. Leur fond plat leur permettait non seulement d'accoster sur n'importe quelle rive, mais aussi de remonter les fleuves, faisant des raids surprises leur marque de fabrique. Aucun autre navire de l'époque ne pouvait égaler la polyvalence et la fiabilité du drakkar. Mais même le meilleur navire est inutile sans provisions et sans un équipage capable d'endurer les rigueurs de l'océan. Et puis, il y a ce qui stupéfie encore les explorateurs modernes,
leur capacité à survivre en autonomie, loin de toute civilisation, des mois en mer, sans réfrigération, sans pharmacie. Comment faisaient-ils? La réponse est simple, une discipline rigoureuse et une connaissance approfondie de la nature. Ils emportèrent du poisson séché, de la viande, des céréales et des légumineuses. Mais leur principale source de protéines fraîches et de vitamines était le poisson et les oiseaux de mer qu'ils pêchaient en mer. L'eau douce était leur ressource la plus précieuse. Ils utilisaient l'eau de pluie et parfois même l'eau de fonte des icebergs dans les régions nordiques. Leur pharmacie était composée d'herbes et d'un savoir ancestral sur les propriétés médicinales des plantes. Chaque viking était non seulement un guerrier, mais aussi un pêcheur, un chasseur et un herboriste. Mais même ces compétences ne pouvaient remplacer un élément essentiel de la navigation, trouver la terre. Croyez-vous qu'ils naviguaient au hasard? Cela aurait été une erreur fatale. Leur méthode était bien plus sophistiquée. Les oiseaux étaient leur boussole vivante. Les Vikings savaient quelles espèces d'oiseaux ne s'éloignaient pas des côtes. Ils emportaient des corbeaux avec eux. Oui, des corbeaux vivants. Si le navire perdait son cap, ils lâchaient un oiseau. Le corbeau s'envolait vers la terre la plus proche. S'il revenait au navire, la terre était trop loin. S'il s'éloignait, les Vikings le suivaient. Cette méthode, en apparence primitive, était incroyablement efficace. Ils observaient le comportement des baleines, la couleur des algues et les nuages qui se formaient souvent au-dessus des terres. Mais toutes ces méthodes ne fonctionnaient que par temps relativement clair. Que faire lorsqu'un épais brouillard ou des nuages d'orage recouvrent le ciel, lorsque le soleil et les étoiles sont cachés pendant des jours? Et puis, un événement se produisit qui devint leur plus grand atout. Une découverte qui changea leur destin. Leur cerveau était leur carte. Des millénaires de savoir transmis oralement faisaient de chaque capitaine une encyclopédie vivante. Ils connaissaient par cœur les contours des fonds marins, l'emplacement des îles et les particularités du littoral. Ils pouvaient sentir les variations de profondeur grâce aux vagues, entendre l'approche de la Terre à l'écho. Ils créaient des cartes mentales à partir de points de repère que nous ne remarquerions même pas. C'était une méthode que l'homme moderne, habitué aux instruments, a peu de chances de maîtriser. C'était une relation symbiotique entre l'homme et la nature, leur permettant de déchiffrer le monde sans artifice. Mais même les sens les plus développés pouvaient parfois faire défaut, et alors, il fallait quelque chose de plus, quelque chose de magique. Croyez-vous qu'ils étaient simplement observateurs? Ce serait une erreur. Ils possédaient un atout qui transcendait la simple observation. Leurs raids sanglants, leurs conquêtes, la colonisation de terres lointaines, tout cela fut rendu possible par une découverte stupéfiante. Une découverte qui semblait défier les lois de la nature. Imaginez, un épais brouillard, un ciel couvert de nuages, le soleil complètement obscurci, une désorientation totale, mais le navigateur viking ne panique pas. Il sort une petite pierre discrète, un cristal. Il la lève vers le ciel et la fait lentement tourner. Et soudain, à travers le voile de nuages, il voit l'invisible. Il voit le soleil. Plus précisément, il voit le point où il se trouve. Cette pierre de soleil, ou cordiérite, comme l'appellent les scientifiques, était un miracle d'optique. Elle polarisait la lumière, permettant à un marin de déterminer la position du soleil, même par temps nuageux ou après le coucher du soleil, lorsque le disque de l'étoile avait déjà disparu derrière l'horizon, mais que sa lumière était encore diffusée dans l'atmosphère. C'était leur arme secrète. Leur GPS, qui fonctionnait en toutes circonstances, de jour comme de nuit, par temps de brouillard ou de ciel dégagé. C'est cette découverte qui leur permit non seulement de survivre, mais aussi de tracer des routes avec une précision incroyable sur des milliers de kilomètres d'océan, atteignant des rivages inconnus du reste du monde. De simples pêcheurs, ils devinrent de redoutables pirates, explorateurs et conquérants. Mais malgré cet outil extraordinaire, l'océan restait mortel.
Puis un événement changea à jamais leur rapport à la mer. La prise de conscience qu'un seul faux pas pouvait leur être fatal. L'océan était impitoyable. Une erreur de calcul, une mauvaise décision, et le Drakkar risquait d'être englouti par les abysses, son équipage condamné à une mort lente et atroce, rongé par la faim, la soif ou le froid glacial. Les légendes vikings regorgent d'histoires de monstres marins, de navires fantômes et d'eaux maudites où les ombres des marins disparus errent à jamais dans la brume. Ces horreurs ancestrales, nées de la peur de l'inconnu, étaient bien plus que de simples mythes. Elles reflétaient les dangers bien réels qui guettaient quiconque osait braver l'océan. Et parfois, ce sont précisément ces horreurs, ces erreurs et ces préjugés qui menaient aux découvertes les plus incroyables. Car parfois, pour trouver quelque chose de grand, il faut d'abord se perdre. Il faut affronter ce qui nous attend au cœur même de l'abîme. Et alors seulement comprendra la fragilité de la frontière entre la vie et la mort, entre l'oubli et la découverte d'un monde nouveau. Quelles étaient donc ces horreurs ancestrales? Et comment, égarés, ont-ils découvert un continent dont personne ne soupçonnait même l'existence? Ils naviguèrent des mois durant. Leur corps était épuisé, leur esprit au bord du gouffre. Chaque respiration était un combat, chaque jour une épreuve. Mais les démons les plus terribles ne les attendaient pas dans les profondeurs, mais au fond d'eux-mêmes, dans l'immensité infinie et indifférente. Un seul faux pas, et c'était la damnation, perdue. Oublié, car l'océan ne pardonne aucune erreur. Et même aujourd'hui, alors que nous pensons avoir dompté les éléments, ces horreurs ancestrales peuvent encore rôder dans les abysses. Quels étaient ces cauchemars qui attendaient les premiers marins? Et comment, après les avoir endurés, certains d'entre eux sont-ils parvenus non seulement à survivre, mais aussi à changer le monde? Imaginez-vous dans une barque minuscule, cernée par une eau d'encre infinie. Les étoiles sont votre seul guide, mais le ciel est couvert. Vous n'avez pas aperçu la terre depuis des semaines, voire des mois. Votre peau est gercée, vos lèvres craquelées et votre langue gonflée par la soif. L'eau douce est épuisée depuis longtemps, la pêche est infructueuse, la faim vous tord les entrailles. Les jours se confondent en un supplice sans fin. Votre imagination se met à vous jouer de cruels tours. Les fantômes de vos proches hantent l'horizon. Les murmures du vent se muent en malédiction. Ce n'est pas qu'un simple malaise, c'est une lente et douloureuse descente aux enfers. Et puis vint ce qu'ils redoutaient le plus, une tempête. Pas un simple orage, mais la véritable fureur de l'océan. Des vagues hautes comme des montagnes s'écrasent contre votre frêle embarcation. Elles tanguent, ballottées de tous côtés comme une écharde. On a l'impression que l'abîme ouvre sa gueule, prêt à vous engloutir tout entier. Chaque vague semble vouloir briser le mât, fendre la coque, vous emporter par-dessus bord. Vous vous agrippez à ce que vous pouvez, sentant l'eau glacée vous transpercer les os. Vos cris sont couverts par le rugissement du vent. Des prières s'échappent de vos lèvres, mais le ciel semble sourd. Pour les marins d'autrefois, c'était bien plus qu'une simple tempête. C'était une épreuve des dieux, un combat contre les éléments qui pouvaient devenir leur tombeau à tout instant. Mais ce n'était qu'un prélude. Lorsque la tempête se calma, une autre horreur survint, un calme plat. L'océan devint une surface lisse comme un miroir, immobile et indifférente. Les voiles pendaient inutilement, tels des chiffons. Le soleil tapait fort, transformant le pont en une poêle brûlante. Les provisions d'eau et de nourriture, épuisées par la lutte contre la tempête, fondaient sous nos yeux. Les jours se muèrent en semaines, les semaines en mois. L'espoir mourut en dernier, mais dans d'atroces souffrances. On commença à boire de l'eau de mer, sachant que cela ne ferait qu'accélérer la faim. Les hallucinations s'intensifièrent. Certains se jetèrent par-dessus bord dans une tentative désespérée de trouver un salut illusoire. Le secret de la survie dans une telle situation était simple. Il n'y en avait pas. Seule l'endurance, la discipline et la foi, qui parfois n'étaient que pure folie. Puis le pire arriva, la maladie.
La surpopulation, l'insalubrité et le manque de nourriture fraîche favorisèrent les épidémies. Le scorbut transformait les marins en morts-vivants, gencives en sang, dents déchaussées, corps couverts d'ulcères. La dysenterie les ravageait de l'intérieur. La moindre égratignure pouvait dégénérer en septicémie, la fièvre en délire et en mort. Il n'y avait ni médecin ni médicaments à bord. On laissait les malades mourir pour ne pas contaminer les autres, ou on les jetait par-dessus bord pour purifier le navire de sa malédiction. Chaque jour, le nombre de survivants diminuait et la terreur de l'infection planait sur tous. Une seule erreur de navigation peut être fatale. Aujourd'hui, nous avons le GPS, les satellites et des cartes précises. Il y a des milliers d'années, leurs cartes étaient dans leur tête, leur boussole, les étoiles et le vent. Mais que se passe-t-il si les étoiles sont cachées? Et si le vent tourne? La moindre erreur de calcul, une ombre mal placée, un courant décalé, et votre cap peut être modifié. Vous pourriez dériver à des centaines, des milliers de kilomètres de votre route sans savoir où vous vous trouvez. Être perdu en mer, ce n'est pas simplement s'être égaré, c'est disparaître, se fondre dans l'immensité, devenir une statistique silencieuse. C'est être damné, car il n'y a pas de retour. Nombreux étaient ceux qui croyaient que l'océan était peuplé de monstres, krakens, serpents de mer, sirènes attirant les marins vers une mort certaine. Si nous savons aujourd'hui que la plupart de ces croyances relèvent du mythe, pour les marins d'autrefois, elles étaient bien réelles. Les vagues monstrueuses capables de faire chavirer un navire n'étaient pas simplement le fruit de la nature, mais la colère d'un dieu marin. Les courants inexplicables qui les emportaient vers l'inconnu étaient, selon eux, les machinations des esprits. Les bruits mystérieux venant des profondeurs étaient les rugissements de prédateurs géants. Cette peur primordiale de l'inconnu, de ce qui se cachait dans les abysses obscurs, était une compagne constante de chaque voyage. Elle les poussait à murmurer des prières, à faire des sacrifices et à accomplir des rituels. Car, après tout, si l'on provoquait la colère de l'océan, son destin était scellé. Mais même au bord du précipice, quand tout semblait perdu, certains ne renoncèrent pas. Fous, fanatiques, ou simplement des hommes qui n'avaient d'autre choix que de persévérer. Leurs navires étaient endommagés, leurs équipages réduits à quelques âmes tourmentées. Ils subsistaient grâce aux algues, à la pêche, et même à leurs propres bottes. Ils buvaient la rosée qui s'était formée sur les voiles. Leurs corps n'étaient plus que des squelettes émaciés, la peau tendue, mais une étincelle brûlait encore dans leurs yeux, une étincelle d'espoir, une étincelle de désespoir, ou peut-être simplement une folie qui leur permettait d'ignorer leur mort imminente. C'est dans ces moments-là, quand tout semblait perdu, quand leur faux pas se transformait en sentence de mort, que parfois l'incroyable se produisait. Épuisés, désespérés, ils dérivaient vers le néant. Leurs provisions étaient épuisées, leurs âmes brisées, et quand la mort semblait déjà tendre ses griffes glacées, quand ils étaient prêts à abandonner, quand l'horizon était vide et infini, quelque chose changea, subtilement, peut-être un oiseau, peut-être une étrange couleur de l'eau, ou des nuages d'apparence différente. L'horizon vacilla, et devant leurs yeux, comme un mirage, apparut quelque chose qui allait changer à jamais le destin de l'humanité. Un continent entier, insoupçonné. Mais était-ce le hasard, un don de la Providence, ou le génie de ceux qui avaient osé s'aventurer si loin qu'ils avaient découvert quelque chose de grandiose? La mort étendait déjà ses griffes glacées. Leurs provisions étaient épuisées. Leurs âmes étaient brisées. Un désert d'eau sans fin les encerclait de toutes parts, aspirant chaque jour les derniers vestiges d'espoir. L'horizon était vide, ne promettant que l'oubli. Ils avaient parcouru des milliers de kilomètres, luttant contre les tempêtes, la faim et la soif, et juste au moment où la fin semblait inévitable, juste au moment où ils étaient prêts à abandonner, quelque chose changea, à peine perceptible,
Peut-être était-ce un oiseau qui s'était égaré. Peut-être était-ce l'étrange teinte de l'eau, un vert délicat là où elle aurait dû être d'un bleu profond, ou les nuages qui contrastaient avec le ciel ouvert. L'horizon vacillait. Et devant leurs yeux, tel un mirage, apparut quelque chose qui allait changer à jamais le destin de l'humanité, un continent entier insoupçonné. Était-ce le hasard, un don du destin, ou le pur génie de ceux qui avaient osé s'aventurer si loin qu'ils y avaient découvert une telle merveille? L'océan est un tueur impitoyable, il ne pardonne aucune erreur, n'épargne aucun faible. Et ces premiers navigateurs l'ont défié, sans carte, sans boussole, sans même la moindre idée de la forme de la planète. Comment? Comment ont-ils parcouru des distances aussi incroyables, survivant là où les navires modernes peinent à survivre? Le secret de leur survie ne résidait pas dans la chance, mais dans une compréhension profonde du monde qui les entourait. Leur système de navigation était plus ancien que le monde lui-même. Il était inscrit dans les étoiles. Chaque nuit, loin de toute source de lumière, le ciel leur dévoilait ses secrets. Ils connaissaient la position des constellations, se souvenaient de la trajectoire des planètes et suivaient celle de la Lune. Cela ne leur permettait pas de voir le monde entier, mais leur assurait une certitude absolue quant à leur direction tant que les étoiles étaient visibles. Mais que se passait-il si le ciel était couvert? Que se passait-il si une tempête masquait même l'horizon? C'est alors que d'autres sens, bien plus subtils, entraient en jeu. L'océan leur murmurait des secrets et ils comprenaient son langage. Sans carte ni instrument, ils lisaient l'eau comme dans un livre ouvert. Les courants révélaient l'approche des côtes ou la direction à suivre. La couleur de l'eau changeait, indiquant la profondeur, la présence de récifs et le mélange des eaux océaniques et fluviales. Mais le plus étonnant était l'invisibilité des vagues. Les anciens Polynésiens, par exemple, pouvaient percevoir les vagues réfléchies par des îles lointaines, même si celles-ci se trouvaient à des centaines de kilomètres et se perdaient à l'horizon. Ils utilisaient ces vagues comme une grille invisible, une véritable carte dessinée par la nature elle-même. Oubliez Christophe Colomb. Les véritables conquérants des océans sillonnaient les mers il y a des milliers d'années. Bien avant que les Européens n'osent s'aventurer au large, ces navigateurs antiques exploraient déjà les vastes étendues des océans Pacifique et Indien. Leurs voyages et leurs découvertes surpassent de loin toutes les âges des grandes découvertes ultérieures, tant par leur ampleur que par leur audace et leur prouesse technologique. Ces peuples ne cherchaient ni route commerciale ni or. Ils aspiraient à de nouvelles terres. Et c'est cette soif de conquête qui les a poussés vers l'inconnu. Leurs navires ne coulaient jamais. Le secret de l'ingénierie antique, qui vous étonnera, résidait dans la simplicité et la flexibilité. Au lieu des structures rigides et fragiles des navires européens, les navigateurs de l'Antiquité construisaient des catamarans et des pirogues à balancier dont les coques renforcées pouvaient se plier et se déformer sous l'impact des vagues, absorbant l'énergie au lieu de la subir. Il ne s'agissait pas de simples navires, c'étaient des maisons flottantes, capables de résister aux tempêtes les plus violentes. Leur conception leur permettait de transporter non seulement des marchandises, mais aussi des communautés entières, comprenant plantes, animaux et semences, afin de créer une nouvelle vie en un nouveau lieu. Construire un bateau est une chose, y survivre pendant des mois en est une autre. Sans réfrigération, sans pharmacie, loin des côtes, comment faisaient-ils pour survivre? Leur alimentation se composait de poissons séchés, d'aliments fermentés et de noix de coco, qui conservaient leur fraîcheur étonnamment longtemps et contenaient des électrolytes essentiels. Ils collectaient l'eau de pluie et, en cas de besoin, même de l'eau de mer distillée, grâce à des méthodes rudimentaires mais efficaces. Surtout, ils étaient passés maîtres dans l'art de l'adaptation. Chaque bateau était un écosystème autosuffisant où chaque ressource était inestimable. Les oiseaux leur servaient de boussole, leurs incroyables exploits
pour trouver la terre ferme au milieu de l'océan, reposait souvent sur l'observation des oiseaux. Les oiseaux marins, comme les sternes et les frégates, ont l'habitude de revenir se percher à terre. Le matin, ils s'envolent vers l'océan à la recherche de proies, et le soir, ils regagnent leur nid. En observant leur trajet, les navigateurs d'autrefois pouvaient déterminer la direction de la terre la plus proche. Ils pouvaient même lâcher des oiseaux qu'ils avaient emmenés avec eux pour qu'ils s'envolent vers la terre ferme, puis les suivre. C'était un système de navigation vivant et précis d'une sagesse naturelle infaillible. Leur cerveau était une carte du monde. Une méthode que les marins modernes ne maîtriseraient jamais consistait en une immersion totale dans l'expérience sensorielle. Ils ne se contentaient pas de regarder les étoiles, ils ressentaient le navire, ses mouvements, son interaction avec les vagues. Ils mémorisaient les moindres variations du vent, des nuages, de la couleur du ciel et de l'eau. Ces milliers d'informations disparates se fondaient dans leur esprit en une carte continue et constamment mise à jour du monde qui les entourait. Il ne s'agissait pas simplement de connaissances, c'était une compréhension intuitive, presque une symbiose avec l'océan qui leur permettait de prendre des décisions dans des conditions d'incertitude totale. Même les Vikings, des millénaires plus tard, appliquèrent des principes similaires. Leurs raids sanglants débutèrent par une découverte stupéfiante. Perdus dans le brouillard, ils découvrirent l'Islande, puis le Groenland, et même l'Amérique du Nord. Leurs erreurs n'étaient pas de simples erreurs, mais des choix audacieux qui les menèrent à des découvertes inédites. Ce n'était pas un simple coup de chance, c'était la volonté d'accepter l'incertitude, d'aller là où personne d'autre n'avait osé s'aventurer, mais un seul faux pas, et c'était la damnation. Les horreurs ancestrales qui les attendaient dans l'abîme étaient bien réelles. Tempêtes, tsunamis, récifs mortels, requins. Et bien sûr, la faim et la soif qui finissaient par les rendre fous. Chaque jour en mer était une lutte pour la survie. Chaque tempête pouvait être fatale. C'est pourquoi leur découverte accidentelle du continent, alors qu'ils étaient au bord du gouffre, n'était pas un simple coup de chance. Elle était l'aboutissement de millénaires de savoir accumulés, d'une volonté inébranlable et d'un profond respect pour les éléments impitoyables. Ils se sont tout simplement perdus et ont découvert un continent entier. Coïncidence ou génie? La réponse est plus complexe. C'était la combinaison de plusieurs facteurs, une incroyable maîtrise de la navigation, leur permettant de retrouver leur chemin même égaré, une ingénierie stupéfiante qui a maintenu leurs navires à flot, des aptitudes à la survie irréprochables et bien sûr, cette soif humaine d'inconnu qui nous pousse à explorer l'horizon. Lorsqu'ils ont aperçu la terre, nouvelle, vaste, fertile, ce n'était pas un simple coup de chance, c'était la conséquence logique de leur capacité à se perdre avec une telle efficacité qu'au lieu de la mort, ils ont trouvé une nouvelle vie. Ce n'était pas qu'une simple découverte, c'était la renaissance d'un monde. Et leur histoire, celle de ces génies oubliés, changera à jamais votre vision du passé. Car le monde, tel que nous le connaissons, est né grâce à CES personnes. Leurs incroyables voyages n'ont pas seulement peuplé la planète, ils ont relié les continents par des liens invisibles, jetant les bases de tout ce qui a suivi. Mais comment cela a-t-il précisément transformé le monde? Et qu'est-il advenu de ces premiers explorateurs des océans? Les réponses à ces questions recèlent des mystères qui dépassent l'entendement. Ils naviguèrent des mois durant, sans carte, sans boussole. Perdus dans l'immensité impitoyable de l'océan, où chaque marée pouvait être la dernière, chaque tempête une condamnation à mort. Mais c'est là, au bord du précipice, au beau milieu de l'océan, que ces hommes ne se sont pas contentés de lutter pour leur survie. Ils l'ont trouvé. Ils ont découvert de nouveaux mondes. Comment? Comment ont-ils réussi non seulement à survivre, mais aussi à ouvrir la voie vers des continents entièrement nouveaux, alors que la civilisation moderne était incapable d'imaginer un tel exploit? Leur secret ne résidait pas dans la haute technologie, mais dans une profonde compréhension de la nature.
Leur navigation commençait là où l'horizon s'arrêtait, dans les étoiles. Chaque nuit en haute mer était une leçon d'astronomie. L'étoile polaire pour les peuples du Nord, la croix du Sud pour ceux du Sud, il ne s'agissait pas de simples constellations. Elles étaient leurs phares, leurs repères immuables et éternels dans l'obscurité la plus totale. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Comment utilisaient-ils ce savoir lorsque les nuages obscurcissaient le ciel? La réponse se trouvait dans l'océan. Il était leur carte. Ils avaient appris à déchiffrer son langage, celui des vagues, des courants et des vents. Un navigateur polynésien expérimenté pouvait déterminer la proximité des terres à la façon dont les vagues se reflétaient sur des îles invisibles, créant de subtiles variations dans la houle familière. Il pouvait discerner les parfums de la terre, percevoir les fluctuations de l'humidité dans l'air et entendre les cris lointains des oiseaux regagnant la terre ferme. Le secret résidait dans un millénaire d'observations affûtées, transmises de génération en génération. Mais même avec un tel savoir-faire, comment construisaient-ils des navires capables d'affronter de tels abîmes? Nos manuels scolaires ne cessent de glorifier Christophe Colomb. Pourtant, de véritables explorateurs des océans ont sillonné les mers des milliers d'années avant lui. Les Polynésiens ont colonisé un vaste triangle du Pacifique, d'Hawaï à la Nouvelle-Zélande et à l'île de Pâques, parcourant des milliers de kilomètres à bord de navires ouverts. Les anciens Austronésiens, encore plus tôt, ont atteint Madagascar en traversant l'océan Indien. Ces peuples n'ont pas seulement exploré, ils ont créé des civilisations restées totalement isolées pendant des siècles, prouvant ainsi que l'esprit humain est sans limite. Puis survint une découverte qui révolutionna notre compréhension de la navigation. Leurs navires n'étaient pas de simples radeaux primitifs, c'étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie antique. Prenons par exemple les catamarans polynésiens, d'imposants navires à double coque capables de transporter des centaines de personnes, d'animaux et de provisions. Leur conception était remarquablement stable et rapide et surtout pratiquement insubmersible. Des coques en bois robustes, reliées par des plateformes flexibles, permettaient aux navires de littéralement respirer avec l'océan, s'adaptant aux vagues les plus puissantes. Le secret résidait dans la flexibilité et la répartition de la charge, des concepts que les ingénieurs modernes n'ont redécouverts que des siècles plus tard. Mais même le navire le plus robuste est inutile sans provision. Comment ont-ils survécu? Passer des mois en pleine mer sans réfrigération ni pharmacie est impensable pour l'homme moderne. Mais les navigateurs de l'Antiquité avaient leur propre méthode. Ils emportaient des porcs et des poulets vivants, ainsi que des plantes comestibles capables de supporter le long voyage. Surtout, ils savaient conserver les aliments, poissons séchés, fruits fermentés, noix de coco qui retiennent l'humidité. Et l'eau douce? Ils la collectaient, pendant les pluies, dans des réservoirs spéciaux et savaient aussi l'extraire de certaines plantes. Mais même ces techniques n'étaient pas sans risque. Un faux pas, et toutes les provisions pouvaient être perdues. C'est pourquoi trouver la terre ferme n'était pas un simple souhait, mais une question de vie ou de mort. Et c'est là que des alliés inattendus sont venus à leur secours. Les oiseaux étaient leur boussole vivante. Les oiseaux marins, comme les sternes et les frégates, pouvaient voler loin en mer, mais revenaient toujours se percher à terre. En observant leur vol au coucher du soleil, les marins pouvaient déterminer la direction de l'île la plus proche. Parfois, ils embarquaient même des oiseaux spécialement dressés pour les relâcher au large. Si l'oiseau revenait, cela signifiait que la terre se trouvait quelque part derrière. S'il volait devant, cela signifiait qu'il y avait une chance. Ce n'était pas seulement de la navigation, c'était une relation symbiotique avec la nature. Mais c'était une erreur de sous-estimer leur intelligence. Leur cerveau était la carte du monde la plus complexe et la plus précise qui soit. Les navigateurs de l'Antiquité ne se contentaient pas de mémoriser des routes.
Ils construisaient mentalement des modèles tridimensionnels de l'océan, prenant en compte chaque courant, chaque vent, chaque repère céleste. Ce savoir se transmettait oralement par le chant et les récits de maître à apprenti, de génération en génération. Il ne s'agissait pas d'un calcul mécanique, mais d'une compréhension profonde et intuitive, presque d'une fusion avec l'océan. Les marins modernes, avec leurs appareils électroniques et leurs satellites, sont loin d'atteindre ce niveau de maîtrise, mais même les génies font des erreurs. Et puis c'est arrivé. Les Vikings semèrent la terreur sur les mers, leurs raids sanglants semant l'effroi. Mais leur expansion ne se résumait pas à une simple soif d'or. Elle commença par une découverte stupéfiante. Landskrona, ou couronne de la Terre, comme ils appelaient le Groenland, fut découverte par Éric le Rouge, exilé d'Islande. Puis Bjarni Herjulfsson, égaré en route vers le Groenland, devint le premier Européen à apercevoir les côtes de l'Amérique du Nord, Vinland. Ce n'était pas une simple erreur. Cet événement déclencha une ère de découverte qui allait redessiner la carte du monde. Mais derrière chaque découverte se cachait l'horreur, un faux pas, une erreur de calcul, et c'est la damnation. Les marins d'antan vivaient dans un monde empli d'horreurs réelles ou mythiques. Calmars géants, serpents de mer dévoreurs de navires, ou tout simplement une faim, une soif et des maladies sans fin. Perdre la terre de vue équivalait à une mort lente et atroce. Et la pression psychologique? Imaginez des mois sur une frêle embarcation, cernée seulement par l'eau et le ciel, sans espoir de secours. C'était un véritable enfer qui brisait la volonté même des plus forts. Mais ils n'ont pas abandonné. Et puis l'impensable s'est produit. Vous souvenez-vous de ce moment où nous parlions de héros oubliés? Ceux qui non seulement ont survécu, mais ont découvert un continent entier? Ce n'était pas un simple coup de chance. C'était la synthèse d'un talent incroyable, d'une part de chance et de cette même soif d'inconnu qui anime l'humanité. Des Polynésiens qui ont découvert l'île de Pâques par hasard à Bjarni Herjulfsson, qui a aperçu l'Amérique bien avant Christophe Colomb, leurs erreurs sont devenues les plus grandes percées de l'histoire. Ce n'était pas qu'une simple découverte, c'était la renaissance d'un monde. Leur histoire, l'histoire de ces génies oubliés, changera à jamais votre vision du passé. Car le monde, tel que nous le connaissons, a été créé grâce à ces personnes. Leurs incroyables voyages n'ont pas seulement peuplé la planète. Ils ont relié les continents par des liens invisibles, jetant les bases de tout ce qui a suivi. Ils n'ont pas seulement sillonné les océans, ils ont bâti des ponts à travers le temps et l'espace. Ils furent les premiers mondialistes, les premiers explorateurs, les premiers à prouver que la volonté humaine est plus forte que n'importe quel élément. Leur courage, leur esprit indomptable, leur volonté d'affronter l'abîme ont déterminé bien plus que leur simple survie. Notre avenir en dépendait. L'histoire de ces héros est celle de l'humanité qui, contre vents et marées, n'a de cesse de progresser, de repousser les limites, de faire de nouvelles découvertes, de conquérir de nouveaux mondes. Et cette histoire ne s'achèvera jamais, car même aujourd'hui, à l'ère des satellites et des avions supersoniques, tant de mystères restent à élucider. Tant d'horizons attendent d'être conquis. Quelle sera la prochaine grande expédition? Et qui en sera le héros? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est claire, l'héritage des premiers marins vit en chacun de nous, en tous ceux qui osent regarder au-delà de l'horizon.